Merci de nous recevoir chez vous à cette autre édition du magazine Continental d'information politique. L'Afrique a toujours été considérée pendant des décennies et des décennies comme un terroir où rien ne va, soi-disant. Mais nos politiques aujourd'hui, nos leaders, nos chefs d'État montrent que l'Afrique va bien et qu'il faut aussi compter sur nos intelligences, les intelligences de nos leaders. Et c'est ce qu'a décidé de vous présenter ce magazine, les efforts de nos chefs d'État. Restez des nôtres. Nous avons décidé, en ouverture de ce magazine d'information afro-mondiale, d'information politique, de donner quand même la chance à certaines ethnies, certaines communautés qui, malheureusement, ont vu leurs terres arrachées parce que les capitales de différents pays se sont installées sur leurs terres. C'est le cas, pour l'ouverture de ce magazine, du Cameroun. Au Cameroun, où un peuple pacifique, les Mveng, considéré comme un peuple presque muet, qui n'a jamais fait de revendications, alors que ce peuple, situé dans un village devenu un quartier appelé Ngwaekele, c'est-à-dire la colline du savoir, ont pratiquement sacrifié leurs terres. Les autochtones Mveng de la capitale camerounaise Yaoundé implorent leurs ancêtres sur la spoliation de leur village, de leurs terres. Ces autochtones, dont le village Ngwaekele a accueilli gracieusement sur plusieurs hectares l'ambassade de France au Cameroun, l'armée camerounaise, l'Assemblée nationale camerounaise, l'université de Yaoundé, le CUS, l'ENAM, le lycée général Leclerc, toutes ces terres leur appartenant sont aujourd'hui en possession de toutes ces grandes institutions. Pratiquement ce village s'est vu presque dépouillé de ses terres, à juste titre ou non. Mais pour une pauvre revendication des quelques hectares de terre qui leur restent, c'est devenu un grabuge, tout un grabuge. Et ce peuple se sent aujourd'hui rejeté, martyrisé même, je dirais, par ce refus complet de leur octroyer le restant de leur terre. Comment peut-on arriver à cela? Et quand on sait que dans d'autres capitales des pays d'Afrique, c'est souvent aussi le même problème pour ces communautés qui ont accueilli sur leur terre les capitales administratives. On espère que le gouvernement camerounais, avec à sa tête le président de la République, pourra taper du poing sur la table pour régler définitivement ce problème. Regardez ce peuple qui aujourd'hui fait appel à leurs ancêtres pour régler ce problème. C'est triste de faire appel comme ça à des ancêtres pour leur dire « avons eu nous tort de laisser sur nos terres l'Assemblée nationale du Cameroun, avons eu tort que ce soit bâti le lycée général Leclerc sur des hectares et des hectares, avons eu nous tort de laisser l'armée camerounaise sur les terres des Mveng, sur des hectares et des hectares. Avons eu nous tort de laisser l'ambassade de France sur nos terres, sur les terres des Mveng. Ce peuple pacifique ne mérite pas ce traitement. On va retrouver un peu leurs explications. Ils ont voulu s'exprimer en français, mais aussi en langue, leur langue, l'Ewondo. Nous allons tout de suite regarder cet élément, même si en début de cet élément, un des patriarches, qui de surcroît est un prêtre catholique, romain, a décidé de s'exprimer, d'implorer les ancêtres Mveng. En langue, il a refusé de s'exprimer en français, tellement la colère est au paroxysme. Le père Osama, en ouverture de ce module, a décidé comme ça d'invoquer les ancêtres Mveng en leur disant tout simplement, je le résume, vos petits-fils, vos arrière-petits-fils, vos arrière-arrière-petits-fils se retrouvent aujourd'hui dépourvus de leur terre, dans leur village. Et ils se demandent si ces ancêtres ont eu tort de laisser comme ça ces terres de leur village abriter toutes ces grandes institutions à tort. C'est un reportage de Eric Bikek et de Raoul Sonkwe. Makarmina akabanyi akabanga ligbanyi akaanyi yatibla bo nen baban yana fafa ihoma ya bintalihi na afolsi angaligi abok betir mina ankola yop amana folsi angaligi Abiadona, Yazul, Akaban, Anadimti, Don. On va me dire que l'homme d'Alna veut oublier, oui. Tu viens de m'y terrer.
kete jubi sutaba na mi karmi mi babdo mi babu dia kibian dong dia tilba kala arabia ko ba dia zoze imora ko bi takenye da dana emin mi ayam dia emin mi ayam ma fa ma masu amu mi ke ku e ko ma masu ma zoban e ko ma masu ma fialban e ko ma zamba a tikin tol un tol oui awa hakane tikin tol dia juri wohi. 35 hectares, c'est le surplus de terre que revendique depuis 40 ans déjà la communauté M20 au ministère de la Défense, Ango Ekele, dans la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. L'affaire pendante depuis des années devant les juridictions. Après avoir pris connaissance du communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la défense et irrélatif qui précisait que la parcelle supplémentaire de convenance superficielle de 35 hectares non visée par la réquisition numéro 5712 est reversée dans le domaine national et fera l'objet de l'utilisation indiquée par l'arrêté. Les autochtones de Yaoundé, ressortissants d'M20, ont tenu ce 23 avril 2023 un droit de réponse pour manifester leur mécontentement et dire leur mal-être. Ces derniers brandissent des documents à l'appui. En 1941, l'administration coloniale, sous la houlette du général Kounari, avait décidé de nous prendre 84 hectares. Bon, on peut appeler ça une DUP de l'époque. Donc, le général Kounari, pour motiver cette DUP, il prétextait que c'était pour former les tirailleurs qui, plus tard, devaient aller combattre avec les troupes françaises, auprès des troupes françaises en Europe. Donc, c'était pour les entraîner. Bon, ainsi de suite, le temps est passé. Le Premier ministre Amadou Ahidjo, avant qu'il ne soit président, avait pris sur cette DUP de 84 hectares, il avait demandé une réquisition de 6 hectares, et 7 hectares presque, pour faire le titre foncier de l'ambassade de France. Donc nous avons 84 moins 7, il reste 77 hectares. Quelques mois plus tard, 1961, je crois, oui, quelques mois plus tard, il a décidé, toujours sur cette DUP de 84 hectares là, que le reste soit mis à la disposition de l'armée camerounaise pour faire son titre foncier. Donc 77 hectares. Mais en 1972, quand l'armée camerounaise va faire son titre foncier, va établir son titre foncier, ils vont établir le titre foncier sur 112 hectares. Bon. Il y a déjà dans l'assiette foncière une différence. C'est-à-dire que les 77 hectares ont été largement dépassés de 35 hectares. Alors, commencent des protestations, des revendications par nos parents. Nos parents ont commencé à écrire, ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, nous avons eu la possibilité de poser le problème au chef de l'État, qui a donné des instructions pour que cette situation soit arrangée. Et le feu préfet Tila avait ordonné une commission ad hoc. Il avait créé une commission ad hoc pour essayer de voir clair sur ce problème. Et il a demandé que le ministère de la Défense que le ministre de la Défense lui donne deux personnes pour l'accompagner dans cette commission ad hoc là. Le ministre de la Défense a désigné deux officiers, commandant Mbaké et puis Ongene, je crois, oui,
un lieutenant. Tous travaillant à la DDMI, à la direction des domaines et des infrastructures militaires. D'après ce droit de réponse qui se décline en 5 chefs, les riverains précisent que le périmètre de sécurité du quartier général a été clôturé depuis 30 ans. Ma venya un turun sogan amunda bambana ne ve tozi animin tak iso ban kaba yiji mina mbo ma yab mai to ande mai yab na mai biwa ku no mi si ya bisi banga man ma farsi si sa mi angwa kalo ba man ma farsi ben ben ma yan aza ku de ba yan ki isa mwana no ngzo bi mo ma be ko ku sa ni lan kwa mi ba ya di ba ji mo bon mo ta wu ya ma shese Il est donc curieux pour eux d'entendre aujourd'hui que ce périmètre se situe désormais en dehors de l'espace des 2 clôtures. Il renseigne également que le prétexte sécuritaire évoqué semble n'être valable et pertinent que pour les parcelles couvertes par les titres fonciers appartenant aux autochtones et pas pour les autres parcelles déjà occupées. Il n'y a rien d'illégal dans tout ce qu'on a fait là. Maintenant on nous parle que c'est un site à haut risque. Quand les militaires construisaient il y a 1 an, le tribunal militaire actuel, qui est flambant neuf, c'est à moins de 10 mètres, à moins de 50 mètres de la poudrière. Il y a des salles là-bas, des salles d'audience qui prennent plus de 500 personnes. Et ils ne savaient pas qu'il y a la poudrière là-bas quand ils construisaient. C'est seulement quand nous on vient. Moi je dis vraiment, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Après ils vont se plaindre que les gens vont dans la rue. Avec des choses comme ça, nous avons amené le Caterpillar pendant 2 jours. On a trouvé des bornes à gauche, à droite. De l'autre côté, là où ils ont déjà pris là, il y a un de mes administrés là, qui est le feu colonel Mintamak, il a été au commandant adjoint de DDMI. À l'époque, il a construit ici, sur les 17 hectares là, il a construit toute une école, 2 bâtiments en étage. Il a acheté le terrain là chez qui? Il va vous dire qu'il a acheté le terrain chez quel riverain, c'est quel autochtone, chez quel militaire il a acheté le terrain, dans quel, est-ce que l'armée lui a vendu le terrain? Non, il a seulement pris parce que c'est comme ça qu'ils font. Comme ils sont gradés, ils arrachent. Et moi je dis, sans vouloir chercher des problèmes aux gens, nous appelons seulement les autorités de regarder, qu'on nous fasse asseoir, qu'on nous dise voilà, nous avons compris vos problèmes et tout, mais peut-être vous ne pouvez pas rester là-bas, qu'on trouve une solution. Ce n'est pas qu'on vienne avec les militaires, avec des armes, on vient commencer à nous menacer, nous taper dessus, ainsi de suite. Chaque gradé colonel vient là montrer ses galons, sa force, avec ses troupes. C'est donc face à tout cela que les autorités traditionnelles M20, dont la communauté se voit tout perdre, souhaitent que justice leur soit rendue. Pour ce faire, ils en appellent à la plus haute autorité du pays pour venir à leur secours. Nos souhaits, c'est que les M20 rentrent dans leurs droits. Parce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a compris nos pleurs. Nous comprenons mal que les Camerounais comme nous, qu'il a nommés à des postes, trouvent un moyen pour nous nuire, parce que nous trouvons ça vraiment inhumain. En attendant que la justice leur soit rendue, les autochtones de ce village se sont retrouvés sur la parcelle de terre querellée qui leur reviendrait de droit pour confier cette dernière à la protection divine.
zonga ya Rombimbali, en zontongo no nye. Le da yete a kusuli fomi a Carrefour ine, a mota ba Carrefour hala, en vambe carga fokukua, a station e connaissance. Et nye womte anawe. Yon ba woga ne bi bendi akana inangwa ekelo abote batwai. Amu sam les imene bi we. Monsieur nanga ke karna ba yene bi bu petit foncé et toi mina siki nkukumi yulo zo ayanga ba yene sallo fap nkukumi yangwa ekelo ndaba silanyina gwa ekelo mbe amu gwa ekelo siki feu. Dia yemna gwa ekelo osu gwa ekelo be gwa ekelo lala gwa ekelo nyina yengwa ekelo tami ngolo feu. Yon te fu wadu na langna gwa ekelo bilo osu gwa ekelo bil be gwa ekelo bil lala gwa ekelo bil nyina iti izali singangale wonde lalmu abalu no gwa ekelo mayam kik. Après ce reportage d'Éric Biquek et de Raoul Sankoui, on peut tout simplement espérer que l'État du Cameroun tranchera très vite ce litige. Nous allons pour le Congo. Le Congo, le président de la République congolaise, son Excellence Sassou Nguesso, a décidé toujours de tout faire pour mettre les populations congolaises et surtout ses compatriotes congolais dans d'excellentes conditions. Le président de la République congolaise, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'est rendu le 24 avril 2023 à Pointe-Noire. Les populations massives sont venues témoigner ainsi leur reconnaissance au président de la République pour ses multiples réalisations socio-économiques dans la région de Pointe-Noire et de Kouilou. Un programme très chargé au cours de ce déplacement présidentiel dans la capitale économique du Congo. Le président n'a pas eu de répit dans ce déplacement, dans cette partie du Congo, où il a eu un programme très chargé. Reportage Raoul Sankoui. Le Falcon présidentiel en provenance d'Oyo a atterri ce lundi 24 avril 2023 à mi-journée sur le tarmac de l'aéroport international Antonio Agostino de Pointe-Noire. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est accueilli par les autorités départementales de Pointe-Noire ainsi que ceux de Kouilou. Il va par la suite saluer le drapeau national suivi de l'exécution de l'hymne national du Congo. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, va passer les troupes en revue sous un air musical des forces armées congolaises avant de saluer les corps constitués, les députés, les sénateurs, les membres du gouvernement et quelques sages de la région. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est par la suite rejoint au pavillon présidentiel par son épouse. À bord d'une décapotable, le couple présidentiel a eu droit à un imposant bain de foule réservé aux autorités de marque. L'aérogare a été pris d'assaut par une foule monténégrin venue témoigner leur reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour ses multiples réalisations socio-économiques dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. L'agenda présidentiel dans la capitale économique du Congo prévoit entre autres la pose de la première pierre des travaux de construction du centre de liquéfaction de gaz naturel de Pointe-Noire d'un coût estimé à 600 millions de dollars. Ce projet vise à satisfaire les besoins nationaux en matière de gaz liquéfié. Il est, en termes de puissance installée, l'un des plus grands du pays, avec une capacité de production de 6 millions de tonnes dans sa première phase contre 4 millions de tonnes pour sa deuxième phase, dont la fin des travaux est prévue en 2025. La construction de ce centre a pour objectif de résoudre le problème de pollution de l'environnement auquel sont exposées les populations avoisinantes et de Pointe-Noire. Il procédera aussi au lancement des travaux de réalisation de l'immeuble de la Société nationale des pétroles du Congo qui célèbre ses 25 ans d'existence. La mise en œuvre de la construction de ce centre de liquéfaction de gaz naturel de Pointe-Noire permettra au Congo de figurer parmi les pays exportateurs du gaz liquéfié. Nous allons quitter comme ça le Congo pour le Gabon. Le Gabon qui est un pays frontalier au Congo, Congo-Brazzaville bien sûr. Et là, nous allons parler de ce conseil interministériel qu'a présidé le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Alain-Claude Billy-Bizet.
Et à cette occasion, beaucoup de sujets ont été évoqués. Des solutions des besoins vitaux des Gabonais, des engagements pris lors de la tournée républicaine du chef de l'État gabonais, à savoir son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État gabonais. Et surtout, ce qui nous a égayé et qui nous a fait plaisir a été de voir comment le Premier ministre s'est quand même focalisé sur la vie chère qui est un souci pour les Gabonais. Il a fait preuve d'une préoccupation permanente à vouloir apporter du bonheur à ses compatriotes gabonais. Un reportage de Charlotte Abdoulaye. Le Premier ministre chef du gouvernement du Gabon, M. Alain-Claude Billy Binzé, a présidé le conseil interministériel du lundi 24 avril 2023, le 9e de son magistère. Les axes de l'action collective et des performances du Premier ministre imposent d'aller vite dans la recherche des solutions, des besoins vitaux des Gabonaises et des Gabonais. Le gouvernement a minutieusement analysé les propositions issues des assises nationales relatives à la vie chère. Les recommandations des dites assises seront traduites en actes concrets sur le sceau du pragmatisme cher au Premier ministre chef du gouvernement. La liste des engagements pris pendant la tournée républicaine du chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et l'analyse des conditions et leur mise en œuvre est passée au crible. Le gouvernement est mobilisé pour mettre en musique la mission qui lui est confiée par le chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le Premier ministre chef du gouvernement du Gabon, M. Alain-Claude Billy Binzé, qui est dans une course de vitesse au regard des attentes des Gabonaises et des Gabonais, sait que le principal remède pour asseoir la confiance des Gabonais est de réduire le fossé entre les discours et la réalité du panier de la ménagère. 2 importantes communications ont été enregistrées lors de ce conseil interministériel du lundi 24 avril 2023, dont l'une relative à l'organisation de la fête du travail édition 2023 et le deuxième en rapport avec l'organisation du premier forum sur l'industrialisation de la filière tôlière du 28 au 30 avril 2023 à Port-Gentil. Conseil interministériel du lundi 24 avril 2023 aussi fait un point sur la situation intérieure du Gabon, sur l'exécution du budget et les principaux indicateurs macroéconomiques. Le président de la République togolaise, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, avec un président qui y est quand même déjà depuis quelques années. Mais il reste un des plus jeunes, je dirais d'ailleurs un des plus jeunes présidents africains. Le président de la République du Togo, Faure Essonsima Gnassingbé, a inauguré l'Institut de formation en alternance pour le développement et l'élevage de Barkwasi. Tout en vous rappelant que le cadre qui nous accueille ici est celui de Oka, le mall Z4 situé à Abidjan, cette ville aujourd'hui, ville 1000 lumières, qui a des points focaux essentiels comme celui dans lequel nous sommes, avec ces présentations d'images de notre caméraman Moussa, qui vous présente comme ça un tout petit peu tout ce que vous pouvez trouver dans ce décor. Tout de suite, le Togo, un reportage de Charlotte Abdoulaye. Le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essonsima Gnassingbé, a inauguré l'Institut de formation en alternance pour le développement élevage de Barkwasi, qui est bâti sur une superficie de 300 hectares. Elle ouvre officiellement ses portes aux pensionnaires. La coupure solennelle du ruban ainsi que le dévoilement de la plaque signalétique ont été faits par le président de la République du Togo, son Excellence Faure Essonsima Gnassingbé. L'Institut de formation en alternance pour le développement élevage, IFAD, de Barkwasi, a la capacité d'accueillir 450 apprenants à la quête d'un baccalauréat professionnel en conduite et gestion d'entreprise agricole, option élevage après 3. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci au nom de tous les acteurs de la filière habitat et viande du Togo, en ce grand jour qui va certainement rester mémorable dans l'histoire du secteur agropastoral pour la jeunesse togolaise ainsi que pour la population de la région de Sahel. Nous sommes très confiants que sous votre leadership éclairé, Excellence, le Togo sera ici au rang des pays émergents pour le bien-être et le mieux-être de tous les Togolais. Je tiens au nom de tous les cadres, de toutes les couches socio-professionnelles de la commune de Loti 2, à vous témoigner une fois encore toute notre gratitude et vous dire tout notre engagement et détermination à vous accompagner dans vos nobles initiatives. L'Institut de formation en alternance pour le développement élevage IFAD de Barkwasi est doté d'un campus numérique ainsi qu'une ferme d'exploitation dotée d'une laiterie pour assurer la mise en situation professionnelle des apprenants. De la théorie à la pratique, les apprenants vivent à plein temps les réalités de leur choix de carrière, une concrétisation du chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essonsima Gnassingbé, qui est de faire de ce secteur une haute valeur ajoutée. Pour toucher du doigt les travaux pratiques des apprenants, la ferme et la laiterie de l'Institut de formation en alternance pour le développement élevage
vache, IFAD de Barkwasi. La laiterie du centre produit environ 80 litres de lait par jour à travers le partenariat entre le centre et les éleveurs de la région. Le MOL Zone 4 est un univers qui permet à tous les Ivoiriens, et même ceux de l'étranger, ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, de vous y rendre. Il faudrait découvrir comment les choses se font à Abidjan, et c'est très très beau. 5 niveaux, comme on a l'occasion de vous présenter comme ça. Tout de suite, nous allons au Bénin, nous allons parler de ce pays et surtout des prouesses de son président de la République, son Excellence Patrice Talon. Le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, a reçu M. Éric Koundété, président du Parti des démocrates, en abréviation le LD. Au menu de cette rencontre au sommet entre son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et M. Koundété, président du Parti les LD, seul parti d'ailleurs représenté au Parlement béninois, il y a eu des échanges francs, comme pour dire au peuple que le renforcement du dialogue politique est bel et bien installé, et bel et bien d'ailleurs incrusté dans les mentalités des dirigeants politiques béninois. Reportage Raoul Sankoué. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a reçu en audience ce lundi 24 avril 2023 au Palais de la Marina l'honorable Éric Koundété, président du parti Les Démocrates, seul parti politique de l'opposition représenté au Parlement, 9e législature. Les deux personnalités ont saisi cette occasion pour échanger sur d'autres sujets, notamment sur la situation des producteurs de soja et de cajou. Nous avons parlé des questions qui préoccupent les Béninois. Notamment, nous avons parlé des préoccupations que nous avons par rapport aux producteurs. Les producteurs qui disent un peu leur souffrance dans le pays. Il y a eu quelques solutions apportées, mais nous avons expliqué au chef de l'État qu'il faut aller plus loin. Il faut permettre aux producteurs de continuer à vivre pour produire. Il faut permettre aux producteurs de continuer à faire travailler les gens qui sont autour d'eux. Et donc, au-delà de cette question, nous avons abordé les questions liées aux libertés, nos camarades qui sont en prison, nos frères qui sont en exil, d'autres camarades qui sont sortis de prison, mais dont la situation judiciaire demeure floue. Nous avons dit au chef de l'État qu'il faut absolument qu'on trouve une solution à cela. Il a répondu que le service judiciaire était à pied d'œuvre pour faire en sorte que ces questions soient réglées. Je reste optimiste par rapport à ces questions-là. Sur les questions des gens qui sont en prison, qui sont exilés, vous savez que nous avons déposé une proposition de loi d'amnistie. Le chef de l'État nous a dit que les députés à l'Assemblée nationale s'occuperont de cette question. Nous avons aussi abordé la question relative à la nomination du chef de file de l'opposition, question qui elle-même pose un petit problème parce que la loi n'est pas bien. Il s'agira probablement de corriger la loi, mais en attendant, le chef de l'État est en disposition favorable de prendre les actes conformément à la loi qui est là pour que le chef de file de l'opposition soit nommé. Nous avons eu de longues discussions sur la question des attributs, de la liste civile, etc. Ces questions seront approfondies. Enfin, nous avons parlé aussi et surtout du code électoral, qui comporte des dispositions qui ne favorisent pas que l'opposition ait les résultats qu'il faut quand il est aux élections. Et ce sont aussi des questions qui seront abordées, qui seront traitées. Ces francs échanges entre le futur chef de file de l'opposition et le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, sont de bon augure pour le renforcement du dialogue politique. Après le Bénin, nous nous rendons tout de suite en Côte d'Ivoire, sur les bords de la lagune Ébriée, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire où s'est tenue une grande rencontre, en bref, un congrès face au Parlement ivoirien. À ce congrès qui a réuni le Parlement ivoirien, celui considéré comme le diamant noir du RHDP, c'est le petit sobriquet que lui ont collé tous les militants
la masse des militants du RHDP. Le diamant noir s'est exprimé. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, a présidé le congrès qui a réuni le Parlement ivoirien le 25 avril 2023. Et ce, à la demande du président de la République de Côte d'Ivoire, et qui s'est adressé lui aussi à toute la nation. Dans ce palais des congrès, l'équipe de reportage de CNN a retenu pour vous un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, et quelques impressions des invités. Reportage Charlotte Abdoulaye. Les deux chambres du Parlement ivoirien se sont réunies en congrès ce mardi 25 avril 2023 à la demande du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour son adresse sur l'état de la nation conformément à l'article 114 de la Constitution ivoirienne. Ce congrès s'est tenu au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan et présidé par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Adama Bictogo, avec à ses côtés le président du Sénat, M. Jeannot Ahoussou Kouadjo. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Adama Bictogo, en sa qualité de président du Congrès, a invité le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, à se prêter à l'exercice. Excellence, Monsieur le Président de la République, les parlementaires que nous sommes sont très sensibles à la grande considération que vous nous accordez en venant personnellement nous délivrer votre message sur l'état de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais très respectueusement vous inviter à la tribune pour livrer aux représentants du peuple votre message sur l'état de la nation. C'est l'occasion pour le chef d'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, de faire un bilan des actions menées dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire, entre autres le système sanitaire, la construction des logements, le réseau routier, la sécurité énergétique, l'éducation, la promotion de l'emploi des jeunes, pour ne citer que cela. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, s'est fait le plaisir de partager avec son peuple le succès de réalisation des projets pour le grand bonheur des Ivoiriens. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. C'est vrai que des choses ont été faites. Nous savons l'ambition du président de la République en matière de logement. Donc nous allons, avec tous les collaborateurs, travailler plus fortement, plus vigoureusement, de façon à ce que les résultats qui sont attendus aujourd'hui par nos populations et par le chef de l'État soient atteints. 17 ministères sont mobilisés aujourd'hui pour apporter des réponses aux problématiques liées à la jeunesse, que ce soit en termes d'entrepreneuriat, en termes de formation professionnelle, en termes de bien-être, sport, culture. Donc c'est l'ensemble de ces initiatives ministérielles qui nous permettront donc d'atteindre les objectifs assignés par le chef de l'État cette année. Nous en sommes heureux parce que c'était tout à fait normal que l'Assemblée nationale tienne 2 sessions au lieu d'une seule qui ne nous arrange pas. Donc nous sommes satisfaits de cette révision constitutionnelle. Comme toujours, nous sommes impressionnés par la grande vision du président de la République. Tout ce qu'il entreprend comme réforme, c'est pour améliorer les institutions et la Constitution de la République. Je pense que cette révision qui ramènera à 2 sessions annuelles est une bonne initiative parce qu'il faut adapter, harmoniser le fonctionnement du Parlement et celui du gouvernement. Il s'agit de reconduire une disposition que nous avions déjà par le passé et qui a bien fonctionné. Le président lui-même a reconnu qu'on aurait dû rester à cette situation initiale puisque l'action du gouvernement et le travail parlementaire se menaient de manière simultanée et donc c'était plus efficace. Donc revenons à une disposition qui sera plus efficace. Ils viennent de faire une proposition que je crois la représentation nationale n'aura pas de difficulté à adopter pour tenir compte de la clarté de la pensée. Ces 2 sessions coïncident avec le calendrier gouvernemental, donc ce qui facilite le travail. Merci pour l'opportunité que nous donne la chaîne CNN. Mes impressions ce matin, c'est des impressions de retrouvailles d'abord, parce que comme vous le savez, nous venons juste des vacances parlementaires et réunir aujourd'hui l'ensemble des sénateurs et des députés, c'est des moments de retrouvailles. Et comme l'a rappelé tout à l'heure le président de l'Assemblée nationale, c'est une pratique qui est conforme donc à la Constitution ivoirienne. Nous avons été invités à ce congrès. Ce congrès, c'est le Sénat
et l'Assemblée nationale. Nous sommes venus véritablement aussi écouter les discours sur l'État-nation du chef de l'État. Et en ce qui nous concerne, nous en tant qu'organisation syndicale estudiantine, on a eu des promesses. Après le 3e, 4e, 2e étage, nous montons pour le 5e étage et là nous allons vous parler encore de la Côte d'Ivoire. À tout à l'heure. Ça t'est tellement belle, on t'est qu'à manger, ou t'es qu'à bronzer. Alors moi garde, on feeling passé, et on veut lever, on veut traverser. Nous restons dans ce palais des congrès où l'équipe de reportage de CNN a décidé comme ça de vous rapporter ce message, un extrait un tout petit peu de ce message qui a été rendu en mondovision par toutes les chaînes de télévision. C'était un message adressé à la population et surtout face au Parlement ivoirien. Le message du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Un chef d'État qui parle peu, mais travaille énormément, et toujours au four et au moulin, et veille au développement de son pays, la Côte d'Ivoire. Il a fait un bilan pour que les uns et les autres sachent ce qu'il fait, ce qu'il a dit qu'il fera, et ce qu'il a fait et continuera de faire pour le bonheur des Ivoiriens. Le président de la République de Côte d'Ivoire, à son Excellence Alassane Ouattara, dans ce message sur l'état de la Côte d'Ivoire à date, devant le Parlement ivoirien, et surtout a pris à témoin les Ivoiriens et la communauté internationale. Un extrait que nous rapporte ici toute l'équipe de reportage de CNN présent dans ce palais des congrès dans le quartier résidentiel de Cocody à Abidjan. Le reportage, Charlotte Abdoulaye. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a adressé un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès ce mardi 25 avril 2023 au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, comme le demande l'article 114 de la Constitution. Outre les députés et sénateurs, la cérémonie a enregistré la présence du vice-président de la République, M. Tiemoko Meïlé Koné, de la première dame, Mme Dominique Ouattara, du Premier ministre, M. Patrick Hachi, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement ainsi que celles du corps diplomatique, du corps préfectoral, des chefs traditionnels, des guides religieux, des organisations socio-professionnelles et de la société civile. Sur l'état de la nation, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a rassuré son peuple à travers ses représentants, à savoir que les fondamentaux de la construction nationale, menés sous son leadership, sont solides, notamment la paix avec les pays voisins, ainsi que la paix à l'intérieur des frontières nationales. Nous avons tourné la page des événements malheureux concernant nos 49 vaillants soldats du contingent déployé au sein de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Face à cette situation, nous sommes restés fidèles à nos idéaux de paix et de fraternité. En outre, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a rassuré sur la sécurité aux frontières. Au plan sécuritaire, d'importants efforts ont été consentis ces dernières années, avec un accent particulier sur l'équipement, la formation technique et disciplinaire de nos forces de défense et de sécurité. Les effectifs en constante progression sont redéployés pour garantir la sécurité de nos frontières face aux menaces terroristes. Le président de la République de Côte d'Ivoire a en outre réaffirmé la solidité de l'économie, tout en ajoutant que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'une des locomotives de la sous-région et l'une des principales vitrines d'une Afrique qui avance et qui gagne. En dépit du contexte économique mondial difficile, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus en Côte d'Ivoire, notamment avec notre endettement qui reste modéré à peu près à 55% du PIB. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a fait un large exposé des actions et des programmes de développement menés par le gouvernement dans tous les secteurs de la vie sociale, entre autres les mesures prises pour préserver le pouvoir d'achat des populations vivant en Côte d'Ivoire, le programme sanitaire du gouvernement, le programme d'accès à l'électricité, à l'eau potable, l'exploitation
pétrolière, la réhabilitation et l'accroissement du réseau routier, ainsi que le programme de construction des logements. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a relevé la faiblesse de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Pour y faire face, il a fait savoir que les grands moyens sont d'ores et déjà engagés. Les questions liées à l'éducation, la formation, l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, qui représentent environ 3/4 de notre population, c'est-à-dire 22 millions sur 30, ont depuis 2011 fait partie des priorités du gouvernement. D'importantes avancées ont été réalisées, mais de nombreux défis demeurent. C'est pourquoi, lors de mon message à la nation du 31 décembre dernier, j'ai déclaré 2023, année de la jeunesse. Mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. Par ailleurs, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a soumis aux députés et sénateurs une modification de l'article 177 de la Constitution du 8 novembre 2016 visant l'institution des 2 sessions au Parlement au lieu d'une seule, comme c'est le cas actuellement. Parce que la Constitution doit être dynamique, épouser l'ère du temps et surtout renforcer l'efficacité des institutions de la République et leur fonctionnement. Je viens vous soumettre, conformément à l'article 177 de la Constitution. Je l'ai toujours dans la poche, la Constitution. Une modification constitutionnelle. Les modifications que je propose visent, entre autres, l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. Oui. L'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. Après l'adresse sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a rassuré le Parlement que le bateau Ivoire est bien conduit. Merci comme ça de rester face à votre petit écran et de choisir votre chaîne de télévision pour regarder ce magazine continental d'information politique. C'est l'heure de notre grand format. Notre grand format ne sera autre que la suite de ce qu'il a dit au précédent magazine, à savoir notre invité, celui que nous avons présenté d'ailleurs, à savoir un politologue africain excellent, Maître Frédéric Tongambia, docteur en droit des affaires, docteur en sciences politiques, quelqu'un qui a décidé qu'il fallait peut-être trouver comme remède à différents problèmes sociopolitiques dans nos pays africains, et dans le cas d'espèce en Côte d'Ivoire, en se servant de l'amour. C'est sur ce point qu'on s'était arrêté au précédent numéro. On a décidé, dans cette suite du grand format, de l'écouter, qu'il nous explique, selon sa méthode à lui, qu'il a d'ailleurs voulu enseigner dans des cours de sciences politiques, comment est-ce qu'en Afrique, on réglerait des problèmes politiques avec l'amour. C'est la suite de notre grand format. Quand je vous entends parler d'amour, je me pose la question, et les téléspectateurs avec, l'amour pour construire une nation, est-ce réaliste ? Écoutez, toutes nos références, je dis bien toutes nos références religieuses ou philosophiques, toutes les religions, toutes les sagesses nous disent que l'amour peut tout. Que l'amour peut tout. Alors si l'amour peut tout, c'est donc qu'il doit également pouvoir servir comme matériau pour la construction d'une nation qui, après tout, est constituée d'hommes et de femmes. Si on ne s'aime pas, c'est évident, on ne peut pas vivre ensemble. Si on n'aime pas la Côte d'Ivoire, on ne peut pas travailler à l'avancement de la Côte d'Ivoire. On le fera, mais on fera semblant, en réalité. Et je pense que d'une certaine manière, c'est ce que l'abidjanaise nous dit quand elle appelle plutôt à l'avènement de la patrie de la vraie fraternité. Et je rappellerai, justement parlant de l'abidjanaise, que quelque part, le rêve des pères fondateurs de la Côte d'Ivoire, c'était que la Côte d'Ivoire devait être une grande famille, et les citoyens de la Côte d'Ivoire, des frères.
C'est ça l'amour. À titre personnel, c'est cette notion d'amour que j'ai l'intention d'introduire comme un élément de doctrine, même en sciences politiques. Et je peux vous dire qu'il y a presque 2 décennies que je travaille à un concept que j'appelle la nation fraternelle. J'avais l'intention de faire un livre de doctrine pour la science politique. Parce que je considère effectivement que une nation est un rassemblement de personnes qui doivent être liées par autre chose que simplement des liens de sang, mais des liens, je dirais, sociologiques. Alors, en plus clair. Mais en plus clair, vous savez, je peux vous dire que nous avons payé un tribut extrêmement lourd au tribalisme et à l'ethnicité, dont le résultat est patent devant nous. Une bonne partie du retard de l'Afrique est due au tribalisme. C'est donc que le moment est bien choisi pour qu'on puisse proposer aux gens d'autres formes de solidarité. Des solidarités qui transcendent les clivages ethniques. Des solidarités autour peut-être de choses plus symboliques. Puisque même dramatiquement pour ce qui est de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les solidarités religieuses ont échoué aussi. Alors il faut chercher d'autres formes de solidarité. C'est-à-dire J'ai pensé à une forme de solidarité autour de la date de naissance. Une sorte de fraternité qui viendrait s'ajouter aux liens de sang qui jusqu'à présent ont uni les gens. En plus clair. Tout le monde sait que la famille est le cadre d'expression de la solidarité par excellence. Les parents s'occupent de leurs enfants tout à fait naturellement. D'une certaine manière, les frères contractent la même obligation de s'occuper naturellement de leurs autres frères et sœurs. C'est ce qu'on appelle l'esprit de famille. C'est cet esprit de famille qu'il faut transposer dans l'ensemble de la nation ivoirienne, dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire, pour que on puisse, comme je le disais tout à l'heure, transcender les liens de sang. Et pour cela, j'ai imaginé une formule mathématique. Allons-y, maître. C'est vrai que ça paraît un peu complexe pour ceux qui nous regardent. Alors, quelle est donc cette formule mathématique dont la base est la famille? Absolument, la base est la famille, puisque c'est une formule qui nous permet de mettre chacune de nos vies en équation, mais également l'ensemble en adéquation. Donc il y a d'un côté l'équation avec, je dirais, la vie de chaque individu, et puis l'adéquation de cette vie avec l'ensemble des autres vies pour constituer une vraie formule mathématique. La première partie de cette formule comporte, à peu près 6 éléments. Le premier élément, c'est le jour où l'on entre dans une famille, c'est-à-dire le jour de sa naissance. L'élément numéro 2, c'est que le jour de sa naissance, contrairement à ce qu'on peut croire, on n'est pas seul à venir au monde. L'élément numéro 3, c'est que le jour précisément où l'on est venu au monde, en réalité, on est venu au monde accompagné par 199 999 personnes. En réalité, 200 000 personnes viennent au monde le même jour. Parmi ces 200 000 personnes, il y a 28 000 Africains, et parmi les 28 000 Africains, il y a 750 Ivoiriens. Élément numéro 4, si on prend une période de 80 ans, qui peut aller de 1932 à peu près jusqu'à 2012 aujourd'hui, enfin 2012, il y a en gros 16 millions de personnes qui sont nées le même jour. Élément numéro 5, les 200 000 personnes dont je parlais tout à l'heure sont en réalité des frères jumeaux parce qu'ils sont nés exactement le même jour, à la même date. Mais ce sont des frères jumeaux qui s'ignorent. Élément numéro 6, les 16 millions de personnes dont je parlais également tout à l'heure sont des frères, mais hélas, des frères qui s'ignorent. Pouvez-vous nous donner un exemple concret? On va prendre un exemple. Disons le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, qui est né le 1er janvier 1942. Vous le saviez? Mais c'est une provocation, enfin, amicale. Vous pensez bien que je ne peux pas m'occuper d'un sujet de ce type sans savoir quelles sont les dates de naissance de personnalités emblématiques, surtout quand il s'agit du président de la République. Bon, alors, un petit jeu de colle. Et le président Barack Obama, il est né quand? 4 août 1961. Denis Sassou Nguesso. 23 novembre 1943. Ali Bongo Ondimba. 9 février 1959.
Foria Simbe. 6 juin 1966. Paul Biya. 13 février 1933. Teodoro Biangue Mambazogo. 5 juin 1942. D'accord, on y revient. Puisqu'on parle de la Côte d'Ivoire, allons-y. Alors, pour le président Alassane Dramane Ouattara, qui est né le 1er janvier 1942. Ce jour-là, lui compris, 200 000 personnes sont nées. Donc, il y a 199 999 personnes au monde qui sont nées le même jour, la même date que le président, et qui sont ses frères jumeaux. Et parmi ces 200 000 personnes, globalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 28 000 Africains, dont le président. Il y a 750 Ivoiriens, dont le président. Donc il y a, en Côte d'Ivoire, 749 personnes qui traînent à gauche et à droite, qui sont les frères jumeaux du président. Mais, bien évidemment, ce sont des frères jumeaux qui s'ignorent. Et il y a, pour ceux qui sont nés le 1er janvier, quelle que soit l'année, j'ai dit tout à l'heure qu'on prenait pour la commodité de l'exposé une longue période de 80 ans pour pouvoir avoir un maximum de personnes. Parmi les personnes qui sont nées le 1er janvier, un 1er janvier, quelle que soit l'année, sur la période des 80 ans que j'ai définie tout à l'heure, c'est-à-dire entre 1932 et 2012 globalement, il y a, en tout cas en Côte d'Ivoire, connus par moi, 4 personnes. Gaussou Touré, le ministre des Transports, qui est né le 1er janvier 1952. Le ministre Konedo Songui, qui lui est né le 1er janvier 1950. Robert Begré-Mambé, le gouverneur du district d'Abidjan, qui est né le 1er janvier 1952. Et un autre est né le 1er janvier 1962. C'est un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, un éminent fonctionnaire certes, mais un fonctionnaire qui s'appelle Félix Trabi. Il y a aussi quelqu'un que vous avez failli oublier, Alpha Blondy, la méga star mondiale dont vous m'avez dit beaucoup de bien en Afrique du Sud. Il est né, lui, le 1er janvier 1953. Orange, blanc, vert. Orange, blanc, vert. C'est sûr que vous maîtrisez très bien votre mouvement Africa Nostra, auquel je crois que toute l'Afrique, d'abord la Côte d'Ivoire, adhérera. Ces personnes que vous avez citées tantôt sont donc des frères. Ces personnes sont des frères. Est-ce qu'elles le savent, Maître Tongo? Je crains que la bonne question, c'est d'abord de savoir si ces personnes se connaissent. Parce que pour savoir si on est né le même jour, il faut se connaître d'abord un peu. Et pourtant, tous ont un lien très particulier qui les unit et qui, à mon avis, s'ils en avaient connaissance, permettrait certainement que de nouvelles relations s'instaurent. Oui, mais en plus clair. Dites-nous, Maître Tongo, voilà effectivement quelque chose de surprenant. Mais comment cela permet-il de construire une nation? Prenons le cas particulier de la Côte d'Ivoire qui nous importe. Je pense que le fait, par exemple, qu'il y ait des personnes ainsi qui ont un lien particulier peut aider à changer la nature des relations entre ces personnes. Imaginez que le président Ouattara, qui est du Nord, M. Mambé, qui est du Sud, M. Trabi, qui est du Sud-Ouest, de la Côte d'Ivoire, on peut dire Ouest pour simplifier, se rencontrent. Vous croyez que c'est des sujets de Baoulé, de Bété, de Dioula qui vont les préoccuper? Je pense que non. Je suis sûr qu'ils parleront davantage de la Côte d'Ivoire que de ces subdivisions qui, d'une certaine manière, comme je le disais tout à l'heure, nous ont valu un tribut beaucoup trop lourd. Donc, pour moi, c'est, je dirais, un point de départ. Mais ce point de départ, il faut le multiplier. La nation ivoirienne, c'est 22 millions de personnes. Là, on vient de parler des gens qui sont nés le 1er janvier, qu'on mettrait donc ensemble. Mais si on donnait à chacun des Ivoiriens, et c'est le but, la possibilité de retrouver ainsi tous ceux qui en Côte d'Ivoire sont nés le même jour exactement, c'est-à-dire les 754 personnes avec lesquelles on est en réalité des frères jumeaux, et puis surtout les 60 000 personnes qui sont nées exactement le même jour que soi. Il suffit donc de décliner autant de jours dans l'année? Moi, je pense que c'est la deuxième partie de la formule que j'ai intitulée la mise en adéquation de nos vies avec toutes les autres vies. Ce qui veut dire que ce qui est valable pour ceux qui sont nés le 1er janvier, comme le président Ouattara, est valable pour les 22 millions d'Ivoiriens qui sont nés les autres 365 jours.
y compris ceux qui sont nés le 29 février. Cela fait donc 365 plus 1 jour, c'est-à-dire en réalité 366 groupes de 60 000 personnes qui, entre elles, ne parlent pas d'autre chose que de la Côte d'Ivoire et de ce qu'elles pourraient faire chacune pour l'autre, etc., etc. Je pense que cette seule action peut tellement occuper les gens à se rapprocher, à partager, à faire des choses ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres, que toutes les autres questions qui nous ont divisés jusqu'à ce jour vont devenir secondaires par elles-mêmes. Elles vont même, pour certaines, devenir carrément ringardes. Et c'est pour ça que je considère que je forme beaucoup d'espoir sur le fait que le changement des relations entre les hommes peut conduire à un changement global. Avant de boucler ce magazine, dont la coordination sur ces lieux était l'œuvre d'Hilaire Blanchard, notre correspondant en France, qui en séjour en Côte d'Ivoire, assisté de Rachel et toute l'équipe, à savoir Sen Abdoulaye, Koulibaly Ousmane, Moussa Ngom, et surtout le chef cuisinier qui attend toujours tôt pour essayer de régler tous ces éléments, il n'est autre que Marcel Bassolé. Nous allons vous présenter un film, un petit bout de film, une bande-annonce, qui est aujourd'hui l'objet réel de tout ce qui se passera comme un tsunami télévisuel, à savoir 30 chaînes de télévision qui relayeront ce documentaire qui relate l'histoire d'un pays, le Gabon, de la naissance de la démocratie en 1990 à la construction de ce somptueux bâtiment qui est aujourd'hui une grande fierté, non seulement pour les Gabonais, mais pour les Africains, pour dire à l'Afrique, chez nous, nous savons faire des choses. Cette bande-annonce vous situe la diffusion de ce documentaire. Et quant à moi, je vous dis tout simplement au revoir. À très vite. Événement. Le palais de la Constitution. L'histoire d'une haute institution. Un rêve. Une idée. Un amour pour sa patrie. Un chantier colossal. Un bâtisseur pour une œuvre qui restera jamais pour des générations. Le palais de la Constitution. Un documentaire de 120 minutes de la naissance de la démocratie gabonaise à la construction du siège de la Cour constitutionnelle gabonaise. Le palais de la Constitution. C'est 100% inédit et en diffusion mondiale sur 30 chaînes de télévision, radio et plateformes digitales du 1er au 6 mai 2023, marquant ainsi le 30e anniversaire de la Cour constitutionnelle gabonaise. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 20h45 heure de Libreville, 19h45 heure d'Abidjan, 21h45 heure de Paris. Sur Gabon Première au 320 du Bouquet Canal+. Rediffusion le samedi 6 mai 2023 à 23h35 heure de Libreville, 22h35 heure d'Abidjan et 0h35 heure de Paris. Sur Gabon Première, le reflet de l'image du Gabon. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 20h50 heure d'Afrique centrale, 19h50 heure d'Afrique de l'Ouest et 21h50 en Europe centrale sur NTV au 190 du Bouquet Canal+ et 777 Star Time. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 21h heure d'Afrique centrale, 20h heure d'Afrique de l'Ouest et 22h en Europe centrale. Sur ces directs au 334 du Bouquet Canal+, Fruit au 449, SFR au 852, Easy TV au 3 et Molotov au 3. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 21h heure d'Afrique centrale, 20h heure d'Afrique de l'Ouest et 22h en Europe centrale sur Télé Africa au 321 du Bouquet Canal+. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 20h50 heure d'Afrique centrale, 19h50 heure d'Afrique de l'Ouest et 21h50 en Europe centrale. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 18h heure de New York sur Afrique Sol Prod TV, disponible sur le réseau américain Roku.
Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le mercredi 3 mai 2023, 21h30, heure d'Afrique centrale, 20h30, heure d'Afrique de l'Ouest, 22h en Europe centrale, sur Canal 2 International au 301 du bouquet Canal+. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 21h, heure d'Afrique centrale, 20h, heure d'Afrique de l'Ouest et 22h en Europe centrale sur TVZ Africa, disponible sur la TNT à Ouagadougou. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 20h, heure d'Abidjan, 21h à Libreville sur IGF TV. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 20h50, heure d'Afrique centrale, 19h50, heure d'Afrique de l'Ouest et 21h50 en Europe centrale, sur CNN au 12 des bouquets créoling et numéro câble. Diffusion mondiale sur 30 chaînes de télévision, radio et plateformes digitales du 1er au 6 mai 2023, marquant ainsi le 30e anniversaire de la Cour constitutionnelle gabonaise.